Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Imaginez une vie marquée par une santé en dents de scie, un état fébrile, des douleurs atroces, voire insoutenables. Ajoutez à cela de multiples transfusions, de longues hospitalisations et une vigilance constante pour éviter la moindre crise. Une vie totalement taillée sur mesure. C'est le quotidien des millions de personnes atteintes de drépanocytose. Cette maladie génétique du sang qui touche plus de 50 millions de personnes à travers le monde. Chaque année, 300 000 enfants naissent avec cette maladie en Afrique, dont 40 000 en RDC. Un chiffre alarmant qui nous rappelle l'urgence d'en parler, de comprendre et d'agir. À vos agendas, prenez note. La drépanocytose sera au cœur de cette émission. Mais qu'est-ce que la drépanocytose? Le commun des mortels en sait-il quelque chose? Nos équipes ont arpenté les rues de Kinshasa pour recueillir les avis des Kinoises et Kinois. Un reportage signé Marie-Lou Sommet. C'est une maladie qui touche les gens avant qu'ils le soient sur la terre. Les parents, peut-être, commettent une erreur, et à cause de la mariage na bango, na kozala na AAS to SS. Oui, c'est une maladie. C'est une maladie que je connais ça, mais je connais pas les noms seulement. Par les noms. Je n'ai jamais vécu ça, monsieur, ni dans ma famille, ni dans un autre endroit. Et je connais la drépanocytose, car même si j'étais inconsciente, il y a une personne de ma famille qui est morte à cause de ça. Comment les médecins définissent-ils la drépanocytose ou l'anémie SS? Quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Pour en savoir plus, nous avons reçu pour vous le docteur Steve Kodondi, un expert dans la prise en charge des drépanocytaires. N'oubliez pas, les paroles sont folles, les écrits restent. La drépanocytose est appelée anémie SS. Ou cyclanémie ou encore hémoglobinose S. La drépanocytose, c'est une maladie héréditaire et génétique, donc elle est transmise des parents aux enfants. Génétique parce qu'elle concerne les gènes. Elle est due à la présence d'une hémoglobine anormale que nous appelons l'hémoglobine S. L'hémoglobine, c'est une protéine qui est contenue dans les globules rouges et qui aide dans le transport d'oxygène. Et elle est caractérisée par trois grandes manifestations qui sont l'anémie hémolytique chronique. Ça, c'est un peu trop savant. Pour mieux comprendre, l'anémie, c'est une diminution du taux d'hémoglobine en dessous de sa valeur normale. Hémolytique, c'est-à-dire qu'elle est due à la destruction des globules rouges. Chez les drépanocytaires, un globule rouge vit pendant 10 à 15 jours, mais chez une personne normale, c'est 120 jours. Alors de ce fait, après ces 10 à 15 jours, le globule rouge va éclater et il y aura une diminution du taux d'hémoglobine. Et ça se fait pendant toute la vie. La deuxième grande manifestation, ce sont les crises vaso-occlusives. Une crise vaso-occlusive, ce sont des douleurs qui sont dues à l'obstruction des vaisseaux par des globules rouges qui sont falciformés. Un globule rouge d'un sujet drépanocytaire à la forme d'une banane ou fossile et dans les vaisseaux, il se coince. Mais chez une personne normale, c'est une forme assez sphérique qui est souple, riche en oxygène et qui peut passer dans des petits vaisseaux et se déformer, même devenir filiforme. Et de ce fait, quand ces globules rouges falciformés se coincent dans les articulations, ça fait très mal. Donc c'est comme un embouteillage sur le boulevard à sens unique. On voit des voitures qui ne parviennent pas à avancer. C'est ce qui se passe. Et il y a la pression sanguine qui est en train de pousser ces globules rouges. Et de ce fait, il y a des lésions qui sont observées au niveau de l'endothélium, donc des parois vasculaires, des parois des vaisseaux. Et c'est ce qui entraîne ces douleurs. La troisième manifestation, ce sont les infections. Un sujet drépanocytaire est susceptible à faire des infections à répétition. Pourquoi? Parce qu'il a un déficit. Là, je peux dire en opsonine, défaut d'opsonisation, c'est-à-dire que ces globules, ces anticorps ne reconnaissent pas les germes qui sont encapsulés, donc les germes qui ont des coques, comme des pneumocoques, staphylocoques et même les bacilles de coque. Et ces germes, une fois dans l'organisme,
Ils font leur travail, c'est-à-dire qu'ils colonisent le milieu et ils entraînent des infections. Donc un sujet drépanocytaire peut faire facilement une tuberculose ou bien une infection osseuse à staphylocoque et tout le reste. Le groupe sanguin, c'est une classification. Une classification. Chaque personne a son groupe sanguin. Cette classification du sang tient compte de la présence au niveau de la surface des globules rouges des antigènes. Il y a certains qui ont, donc quand c'est positif, on peut dire qu'il y a des antigènes et quand c'est négatif, il n'y a pas d'antigènes. La même chose avec le rhésus, c'est le rhésus effectivement. Dans le rhésus, on utilise l'antigène, on parle de l'antigène D et l'absence de l'antigène D. Donc c'est cette classification qui fait en sorte que le groupe sanguin soit classé en A positif, A négatif, B positif, B négatif, AB positif, AB négatif, O positif, O négatif. Donc c'est facteur rhésus et groupe sanguin qui vont ensemble. Mais du côté drépanocytose, dans la drépanocytose, nous avons l'électrophorèse d'hémoglobine que nous faisons comme examen, qui nous permet de déterminer si ainsi un sujet est soit AA, soit AS, soit SS. De ce fait, un sujet qui est O positif peut être AA, peut être AS, peut être SS. Donc on a les deux. C'est vraiment ça. L'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est au niveau de, quand on prend l'exemple de l'avocat. L'avocat a une peau et il y a la chair à l'intérieur. Donc de cette chair, on peut la comparer on peut comparer cette chair au groupe sanguin. Et le noyau, on peut comparer ça à l'électrophorèse d'hémoglobine. Voilà, donc une personne a toutes ces deux entités et à partir de là, on peut essayer de faire le distinguo. Il faut vraiment faire arriver au niveau de connaître et de comprendre que c'est différent. Et non dire que j'ai fait l'électrophorèse, moi j'ai fait mon groupe sanguin c'est O positif, mais comment j'ai fait pour avoir un enfant qui est SS? C'est deux entités qui sont différentes. Bon, la maladie en soi, le risque vient juste quand il y a deux sujets AS. Un homme ou une femme AS font des enfants et dans les probabilités, on a 25% d'avoir des enfants SS. Mais la vie, ce n'est pas les probabilités comme j'aime le dire. La vie, ce n'est pas winner. La vie, ce n'est pas pari foot. Il faudrait avoir des certitudes et des exactitudes pour essayer d'avancer. Parce qu'en fait, il y a des familles qui ont des enfants, sur 6 enfants, 4 enfants drépanocytaires. Ils sont tombés dans les 25%. Donc on ne peut pas savoir qui sera drépanocytaire et qui ne le sera pas. On n'a pas encore ce niveau-là. Donc du coup, pour éviter, on conseille aux jeunes ou bien aux prétendants d'éviter les mariages AS, juste pour être couvert et être sûr de ne pas avoir des enfants drépanocytaires. Mais ça peut arriver aussi qu'il y a des gens qui sont AS, mais qui ont peut-être un drépanocytaire et parfois même 6 enfants, mais ils n'ont aucun drépanocytaire. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ces douleurs sont dues à la vaso-occlusion. La vaso-occlusion, c'est l'obstruction des vaisseaux. Les vaisseaux sont bouchés par les globules rouges qui ne passent pas très bien. Tellement qu'ils ont des formes de banane, ils s'entremêlent, ils se coincent. Et ça fait mal. Avec la pression sanguine, ces globules rouges vont essayer de passer, mais ils ne parviennent pas. Alors ça crée des lésions au niveau de l'endothélium. L'endothélium, c'est la paroi vasculaire, là. La paroi vasculaire. Et ça blesse et ça entraîne plusieurs séries de réactions. Donc, si je dois me mettre à expliquer aujourd'hui, on va prendre toute la journée. Et de ce fait, ça crée une inflammation. Et de là, l'organisme réagit en subissant tout ce qu'il y a à subir, donc des douleurs qui arrivent. Le patient se tord de douleur. On peut voir un patient de 50 ans, mais qui pleure comme un enfant de 5 ans. Et c'est vraiment atroce. C'est une expérience qui est très désagréable et qui nécessite une prise en charge rapide et adéquate.
Bon, en fait, ce traitement, il est juste fait à base d'antalgique, donc c'est pour réduire la douleur. On a un traitement qui aide à réduire la douleur, mais au cours des consultations de contrôle, donc on peut dire contrôle de routine, quand ils viennent faire leur check-up, on fait une série d'examens pour savoir ce qu'il y a comme problème. Une douleur ne vient pas toujours seule. C'est-à-dire qu'il y a un facteur qui a favorisé cela. Ça peut être soit un enfant qui est là, un enfant de 4 ou 5 ans qui allait jouer sous la pluie, et puis il revient directement, ça déclenche. Donc le froid peut déclencher des crises vasoclusives, la fièvre ou une infection, ou bien même le stress, bien parfois même des voyages en altitude. Il monte dans l'avion, un avion qui n'est pas bien pressurisé, et là c'est clair qu'il va faire une crise vasoclusive, il aura des douleurs. Il y a des restrictions qu'il faudrait vraiment respecter pour voir, si nous voulons vraiment voir ces enfants ou ces personnes aller vraiment de l'avant et grandir. Leur hygiène de vie, c'est pas très difficile. Première chose, moi je dis toujours, la première chose qu'il faudrait respecter, c'est le contrôle. Il faut venir au contrôle mensuel chaque mois, comme on le dit. S'il y a des défaut, on ne peut pas venir chaque mois, même chaque 2 mois. Il faut que le suivi soit bon. Si le suivi est bon, on peut savoir qu'il y a un problème sous-jacent qui commence. Et non, du coup, soigner la crise. Oui, on a soigné la crise, mais qu'est-ce qui a déterminé, qu'est-ce qui a causé cette crise? Il y a peut-être eu une malaria qui avait commencé ou une infection qui est passée inaperçue et du coup, ça fait tous des dégâts. Donc comme je le dis, il faudrait que le patient vienne au contrôle. De là, on fait tous les examens qu'il faut. Et avec les conseils qu'on donne, ils peuvent continuer à vaquer à leurs occupations comme il se doit. Ils doivent boire régulièrement de l'eau, comme on le dit, 2 à 3 litres d'eau par jour, pour éviter la déshydratation. Parce que la déshydratation aussi, c'est un facteur qui favorise la survenue des crises vaso-occlusives. Éviter les endroits qui sont moins aérés. Il ne peut pas être enfermé dans une salle, je ne sais pas, de 2 mètres carrés sans oxygène. Là, c'est clair qu'il va faire une crise. Parce que l'organisme va réagir. Il y a aussi les voyages en altitude. Il faudrait s'assurer que l'avion est pressurisé. Il faudrait s'assurer qu'à l'école, que l'enfant ne fasse pas des jeux brutaux. Alors, il peut faire certains sports. Il peut faire une gymnastique saine, calme, douce. Mais pas des jeux brutaux. Il ne peut pas faire du taekwondo quand même. Ou bien la boxe comme Bakole. Non, il peut faire le sport, mais une gymnastique douce. Parce que moi, je connais certains patients, il y a certains patients qui font même de l'haltérophilie. Ce n'est pas tous les patients, comme on dit, on pense que la drépanocytose, c'est une maladie qui est invalidante totalement et tout. Non, non. Il y a certains qui ont des formes bénignes. Des formes bénignes, donc c'est-à-dire que quand on le voit, on ne peut pas savoir qu'il est drépanocytaire, il ne fait pas trop de crises, et il a un bon suivi. Il a un suivi bon comme il se doit. Et d'autres qui ont des formes assez complexes, là, ça nécessite des hospitalisations, et quand on le voit même, on comprend qu'il y a un problème. Alors, il ne faudrait pas arriver à ce stade-là. Si on arrive à ce stade, c'est-à-dire que le suivi au bas âge n'a pas été bon. Il y a eu une certaine négligence. On le voit souvent chez les enfants de la rue. Il y a certains enfants qui sont là, malmenés et tout, qui arrivent à l'hôpital, mais leur croissance a été perturbée. Un enfant qui a, mettons, 18 ans, mais quand on le voit, on peut lui donner 9 ans ou 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu un bon suivi. Donc, quand on est en âge de croissance, il faudrait éviter que les complications puissent s'installer, sinon ça va tout retarder. Et parfois même, il y a chez certaines filles, une fille de 20 ans qui n'a pas encore eu ses règles, ça arrive. Donc là, ça fait quand même un peu mal au cœur, mais ce sont des réalités que nous vivons chaque jour. La maladie peut se manifester déjà à partir de 3 à 4 mois. Pourquoi? Parce que quand l'enfant naît, bon, il est joufflu, il a ses 3 kilos, il peut avoir même ses 4 kilos, mais on ne va même pas savoir qu'il est drépanocytaire. Là, c'est parce qu'il a l'hémoglobine fœtale. L'hémoglobine fœtale, c'est l'hémoglobine des bébés. Quand un enfant naît, il a l'hémoglobine fœtale, donc le sang qu'il a hérité et tout. Avec le temps, il va produire son propre sang. Et dès qu'il produit son propre sang, là, les caractéristiques vont se manifester. On verra qu'au niveau des mains, des poignets et des pieds, des chevilles, il y aura des tuméfactions qui peuvent survenir. Et ces tuméfactions sont très douloureuses. On voit un enfant qui pleure. Pourquoi il pleure? On ne sait pas. Bon, cet enfant, il fait que pleurer chaque fois. Il faut investiguer.
savoir de quoi il s'agit, l'emmener à l'hôpital. Et quand on va l'emmener à l'hôpital, on verra que bon, en faisant l'hémoglobine, l'examen d'hémoglobine simplement, on peut constater que son taux d'hémoglobine n'est pas comme ceux des enfants de son âge. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Pourquoi cette hémoglobine baisse? Pourquoi son taux de globules blancs est très élevé? Il y a un souci. Et là, il faudrait maintenant faire l'électrophorèse d'hémoglobine pour savoir est-ce qu'il est AA, est-ce qu'il est AS ou est-ce qu'il est SS. Donc c'est ça qui pourrait, donc déjà à 3-4 mois, on a la première manifestation, c'est le syndrome main-pied. Mais chez certains patients, certains enfants, il y a certains qui font un peu trop tard. Bon, il y a d'autres aussi qui disent qu'ils ne font pas de syndrome main-pied. On découvre juste à l'âge de 10 ans qu'il est drépanocytaire, mais peut-être c'est une période qui est passée inaperçue. Il a fait ses crises, mais on pensait que c'était juste des caprices d'enfants. Ou bien parfois, il y a même dans certaines familles, il y a des enfants qui vivaient par exemple avec des bonnes. Et à un certain moment, les parents reviennent, ils voient que les enfants ont toujours mal. Alors ils se disent que bon, la bonne a sûrement tapé l'enfant. Pourquoi il a toujours mal? Donc sûrement qu'on le chicote, sûrement qu'on maltraite l'enfant. Or en soi, c'est pas ça. Donc on a vraiment une panoplie d'histoires qui nous revient par moment et c'est vraiment difficile à gérer. Non, le drépanocytaire, il ne peut pas faire un don de sang. Pourquoi? Parce que c'est un sang qui est SS. Donc, c'est-à-dire que les formes ne sont pas adaptées. Donc, comme je dis, la durée de vie des globules rouges, c'est 10 à 15 jours chez eux. Mais chez une personne normale, c'est 120 jours. Donc, une personne qui a 120 jours peut donner du sang. On sait que ce sang peut être utilisé pendant un temps. L'anémie, oui, on peut éviter l'anémie. L'anémie chez les drépanocytaires peut être évitée. Il faut des supplémentations. Hein. Généralement, les gens prennent de l'acide folique. Il faut supplémenter, il faut encourager l'alimentation. L'alimentation et un bon suivi régulier. S'il fait de la fièvre, son taux de globules blancs et de globules rouges va baisser. Donc, s'il est stable, il y a des patients qui sont là, ils peuvent faire 3, 4 mois, 5 mois sans crise. C'est vraiment intéressant. Ça dépend de chacun. Il y a même certains, je connais des patients qui ont peut-être 25 ans, mais qui ont été transfusés peut-être une seule fois ou 2 fois. Ça dépend. Ça dépend de chacun. Donc, il y a des formes bénignes et des formes assez graves. Un sujet AS, ça peut être comme moi, ça peut être comme vous, ça peut être comme tous les autres. Le AS, généralement, il n'a pas de problème. Il est comme tout le monde. Au fait, il y a un problème aussi. Le problème, c'est que les gens ont tendance à parler de cette histoire de S dominant. Non, ça n'existe pas. Logiquement, ça ne peut pas. Le GNS est toujours récessif. On peut voir si on fait l'électrophorèse avec l'électrophorèse quantitatif, on peut voir que le S peut se retrouver avec un 43. Le A, il a toujours une bonne proportion, 53 et tout. Mais ce n'est pas ce qui va expliquer des douleurs, non. S'il y a un problème, donc quand on dit S dominant, c'est-à-dire que ça, c'est leur façon de parler. Mais un sujet AS, logiquement, ne fait pas de crise. Mais, à certains moments, on peut constater une chose. S'il fait très froid, il peut avoir des petites douleurs, des légères douleurs. Mais ce n'est pas des douleurs comme un sujet drépanocytaire qui se plaint là. Si un sujet AS fait des crises comme ça, c'est-à-dire que soit l'électrophorèse de départ a été biaisée, il y a eu une erreur, il est soit SS, mais on n'a pas bien fait l'examen, et il est sorti, on l'a fait sortir AS. Ou bien deuxième hypothèse, c'est que, ça c'est le cas que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, une jeune fille de 22 ans. Cette jeune fille drépanocytaire, mais quand je discutais avec elle, je n'ai pas senti qu'elle savait de quoi il s'agissait. Donc elle se disait elle dit non, moi je suis AS. Mais extérieurement, on comprend qu'elle a tous les signes d'une drépanocytaire et on comprend que le problème vient des parents. Pourquoi les parents ont caché l'information?
les parents n'ont pas dit la vérité à leur fille. Donc en fait, c'est juste chez certains, on peut dire, les gens aiment avoir une conscience assez tranquille. Ils se disent que s'ils disent la vérité à leur enfant, l'enfant va paniquer. Et eux-mêmes, ils refusent d'accepter. Il y a d'abord cet aspect. Il faut d'abord accepter le diagnostic. Quand on trouve qu'un sujet est SS, il faut accepter le diagnostic. Dès qu'on accepte le diagnostic, le suivi suivra. Et de ce fait, la prise en charge sera adéquate. Mais quand les parents ne disent pas la vérité aux enfants, l'enfant va se comporter comme tout le monde alors qu'il a un problème. Et après, il y aura des conséquences dramatiques qui vont s'installer au sein de l'organisme. Et après, ce sera trop tard et l'enfant part comme ça. Et tout ça parce que les parents n'ont pas voulu dire la vérité. Il faut dire la vérité aux enfants. C'est vrai que c'est difficile, mais chacun doit savoir de quoi il s'agit. Bon, l'alimentation, c'est une alimentation qui est comme tout le monde, hein, mais un peu plus, il faudrait un peu plus insister sur la consommation des légumes. Des légumes, de la viande, donc prendre un peu toutes les portions qu'il faut, hein. Hein, un peu de lipides, un peu de protéines, un peu de glucides, un peu de... Donc, il faut que ce soit équilibré. Et surtout, éviter l'alcool et le tabac. Parce que là, il y a des drépanocytaires qui fument et qui boivent. Et de ce fait, l'alcool est très nocif à la santé. Et de par leur état, ça entraîne d'autres complications qui les emportent vraiment du coup, et ça nous fait mal. Ça nous fait mal quand nous voyons ce genre de conséquences. Si les personnes atteintes de drépanocytose souffrent beaucoup dans leur chair, leurs proches souffrent émotionnellement. C'est le cas de Anne qui garde les stigmates d'une vie marquée par la douleur. Son frère a passé l'arme à gauche depuis plus de 2 décennies, mais avant de mourir, il a vécu l'enfer sur terre. Sa sœur se remémore ces moments douloureux. Bon, mon petit frère, c'est lui qui est né juste après moi. Et ça, c'est quoi? La drépanocytose ne se guérit pas, mais la chaîne de transmission peut être brisée. Le drépanologue du jour nous en donne la recette. Bon, comme conseil, donc il faudrait d'abord prendre sa vie en main. C'est toute une responsabilité. Il faudrait savoir ce que l'on veut dans la vie. Et de ce fait, faire l'électrophorèse d'hémoglobine. Cette électrophorèse d'hémoglobine pourra nous aider à savoir si on est AA, AS, ou bien même SS. Donc, dès qu'on est classifié et qu'on voit que nous sommes AA, AS, là, il n'y a pas de problème. AASS, il n'y a pas de problème. AS, là, il y a un problème. Parce qu'on risque d'augmenter l'incidence de la drépanocytose inutilement. En plus, les gens sont informés des dangers de la drépanocytose, et plus ils prendront des précautions. Parce qu'il ne faudrait pas avoir des enfants et les voir souffrir, parce que c'est pénible pour les parents. Et de ce fait, quand les enfants souffrent, les personnes qui sont le plus incriminées, ce sont les mamans. Hein. Les mamans souffrent terriblement. Soit l'homme laisse la femme, il part, il laisse la femme et les enfants, et la maman est en train de se démerder pour trouver des solutions. Et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Effectivement, la greffe de la moelle osseuse peut aider, mais il faudrait savoir, cette greffe, elle a un prix. Hein? Elle a un prix. Ça peut avoisiner les 100 000 $. Et autre chose, il faut savoir s'il y a un donneur compatible, si un frère est HLA compatible, et savoir aussi s'il n'y aura pas rejet de cette greffe. Parce que tout ça, c'est beaucoup de choses. Ce sont vraiment des recherches qui continuent de se faire. En France, on le fait. En Belgique, on le fait. En Inde, on le fait. Mais ici, on ne le fait pas encore. Ce n'est pas encore à notre portée. Il n'y a pas que la greffe de la moelle. Il y a aussi la thérapie génique. La thérapie génique, donc, on agit directement au niveau du gène.
Là, c'est 450 000 euros. Nous avions aujourd'hui parlé de la drépanocytose avec un drépanologue, le docteur Steve Kodondi. Merci de nous avoir accordé une attention soutenue. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission.